Bienvenue à la revue des marchés, la deuxième revue des marchés de 2024. Aujourd'hui, on est le 16 mai 2024. C'est important de le dire quand on fait des revues des marchés. Mais c'est pas moi l'expert de la revue des marchés aujourd'hui. Je vais être l'intermédiaire. En fait, aujourd'hui, je reçois Sébastien McMahon, stratège en chef, économiste et vice-président répartition d'actifs et gestionnaire de portefeuille chez IA Gestion Mondiale. Sébastien, merci d'être là. Grand plaisir. Sébastien, bon, on veut faire une revue des marchés. On est rendu en mai. On a presque 2 trimestres de passé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année sur le marché? Ben, marché, économie, on va parler de tout ça aujourd'hui, mais là, on se retrouve presque en juin. Qu'est-ce qu'on a eu depuis le début de l'année? Ben, on a eu des bons marchés à date. On a un thème économique qui est intéressant parce qu'on voit une réaccélération de l'économie mondiale. Puis nous, ce qu'on regarde, on regarde beaucoup, c'est les secteurs manufacturiers. Les secteurs manufacturiers au Canada, aux États-Unis, mais tous les pays de la planète, on a accès à un paquet de données, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. On voit qu'on est en réaccélération depuis le début de l'année. Au point de vue manufacturier, la Chine va bien. En Europe, ça va de mieux en mieux. On est sorti de récession. On a fait un creux dans le secteur manufacturier, c'est à la fin de 2023. Puis maintenant, on voit que l'économie mondiale reprend du mieux. On est encore dans le début, mais c'est une bonne chose. Les gens, nous, en particulier, on s'attendait à ce qu'il y ait une récession qui frappe à quelque part en 2023. Finalement, l'économie américaine est un peu trop forte pour tomber en récession, puis on voit qu'il y a un effet multiplicateur qui est en train d'aider l'économie mondiale. Mhm. Fait que cette trame de fond-là est porteuse pour les actions. Puis depuis le début de l'année, on a des rendements très bons. On est à peu près au milieu de l'année, puis on a 10% de rendement Ouais. environ de fait. Puis même si on a parlé beaucoup de technologie, d'intelligence artificielle, de NVIDIA, de tout ça, c'est en Europe puis c'est au Japon, des marchés qui sont très cycliques, où est-ce qu'on a les meilleurs rendements depuis le début de l'année. Donc un marché fort, c'est un marché qui est élargi. Puis on Mhm. voit que dans le moment, il y a de la profondeur dans le marché des actions. Mhm. Donc, il se passe des bonnes choses. Puis en fait, au niveau des secteurs, tu parles justement de tous ces pays-là. Au Canada, on se positionne Mais sur le on fait marché. bien. Le marché canadien, c'est environ 8% Ouais, depuis le début de l'année, à ce ouais. moment-ci. Les secteurs cycliques vont bien. Donc, on voit les ressources naturelles depuis le début de l'année. Mhm. Le pétrole a été assez volatile avec le thème de géopolitique. Dans le moment, il est relativement bas. Là, il est dans le bas de sa fourchette, Ouais. environ 75-80 $. On pense que le prix neutre, c'est environ 85 à 90. Il y a de la place, mais en dehors du pétrole, le cuivre fait très bien. C'est une de nos positions discrétionnaires importantes qu'on a dans nos Mhm. portefeuilles. Donc, on a mis du cuivre directement dans nos portefeuilles. Le thème de l'électrification des transports, le thème de la Chine qui renaît, le secteur manufacturier qui va bien. Ça va bien du côté des orifères. L'or fait bien aussi depuis le début de l'année. Les banques Mhm. centrales achètent beaucoup d'or à l'échelle planétaire. Quand il y a de l'incertitude envers les taux d'intérêt, envers quand est-ce que les banques centrales vont baisser le taux directeur, quand est-ce que la Fed va bouger, tout ce Mhm. climat d'incertitude-là, c'est bon pour l'or. La Mhm. géopolitique aussi. Donc, il se passe des bonnes choses pour le secteur cyclique. Les financières vont bien. Donc, le Canada, c'est un Mhm. marché qui pourrait continuer de nous surprendre d'ici la fin de l'année. Là, on parle des marchés, mais comment se comporte l'économie? Tu sais, parce que tu es un économiste, ça, je Ouais. sais qu'on parle souvent d'économie, puis souvent, ben, il n'y a pas nécessairement une corrélation directe entre les deux, mais comment se comporte l'économie mondiale, canadienne, Ouais. américaine? Ben, si on commence chez nous, le Oui, Canada, l'économie est fragile. oui. On est très sensible au taux d'intérêt. Mhm. L'économie canadienne, on dit qu'elle est en récession per capita. Là. On dit que quand on corrige pour la croissance de la Ouais. population qui est très forte, on a une contraction du PIB. On n'est pas capable de créer assez d'emplois pour la croissance démographique qu'on voit, mais les baisses de taux s'en viennent, c'est la Mhm. bonne nouvelle. Cet été, ça va commencer, les baisses de Mhm. taux au Canada. Nous, ça faisait longtemps qu'on parlait de juillet, là, c'est le 24 juillet pour être plus précis. Mhm. Maintenant, on commence à être ouvert que ça va peut-être être plus vite, même peut-être le 5 juin, la Ah oui, prochaine ça. décision, Mhm. pour avoir la première coupure. Mhm. On en voit environ 3-4 d'ici la fin de l'année, des OK. coupures. C'est le temps que la Banque du Canada donne un peu d'air frais Mhm. à l'économie canadienne. L'économie américaine, c'est un peu le portrait inverse, c'est un peu en surchauffe. On Mhm. a des dépenses fiscales qui sont très fortes. Là. Le déficit est d'environ 5-6% du PIB, donc c'est très gros. Les ménages consomment leur épargne qu'ils ont accumulée pendant la pandémie. Donc l'économie américaine, ça roule. Puis la Fed, probablement qu'elle ne sera pas capable de baisser son taux Mhm. directeur cette année parce que l'économie est trop forte puis l'inflation demeure trop Mhm. vigoureuse. Fait qu'on a un peu les deux extrêmes. Puis quand on va ailleurs dans le monde, on voit que l'Europe est en train de sortir de récession. En Allemagne, c'est encore un peu plus difficile, mais on voit que les sondages auprès des entreprises s'améliorent. Mhm. On parle beaucoup de la Chine qui est en train
de se réveiller. Donc, comme partenaire commercial, ça vient aider l'Europe. La Chine est en train de repartir. Quand on regarde des données comme la consommation d'électricité en Chine, on voit qu'on est en train de réaccélérer. Fait qu'on est dans une phase de, disons, comme un début de cycle au point de vue mondial, tandis qu'aux États-Unis, on est peut-être plus tard dans le cycle, on pourrait avoir un ralentissement en 2025. Fait que l'histoire courte, Canada, Europe, Chine pourraient faire mieux que les États-Unis en 2025-2026, mais c'est vraiment les États-Unis qui mènent le bal dans le moment. Puis tu dis les États-Unis n'est pas en retard, mais ils ont fait des choses qui ont fait en sorte que justement on a retardé cet inévitable-là, puis là, à un moment donné, c'est trop chaud. Puis... C'est beaucoup les déficits fiscaux qui est important. Le gouvernement américain dépense beaucoup. Là. Ici, on parlait beaucoup pendant les budgets du déficit de 40 milliards. Mais 40 milliards au Canada, c'est 1,3 % du PIB. Aux États-Unis, on parle de 5, 6, 7, puis les gens en parlent peu. Ça garde l'économie vraiment en surchauffe. Puis il y a une culture de consommation aux États-Unis qui est importante. Les gens dépensent. Au Canada, on voit qu'il s'est accumulé beaucoup d'épargne pendant la pandémie, mais maintenant, le taux d'épargne est revenu où il était avant. Ça ne descend pas. Les Canadiens sont très prudents avec leur argent. Ça fait en sorte que c'est une économie qui est robuste, qui est résiliente, mais ça fait surtout en sorte que si on garde notre argent dans nos poches, il y a moins d'argent qui circule dans l'économie. Puis c'est pour ça qu'on a une espèce de mollesse économique depuis quelques temps au Canada. Puis tout à l'heure, tu parlais de l'inflation. Ici, au Canada, on se permet de potentiellement baisser les taux. On a-tu repris le contrôle sur l'inflation? Oui, on a repris le contrôle. L'inflation au Canada, c'est un sujet qui est complexe parce que c'est beaucoup la poussée démographique qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de construire assez de maisons pour les gens qui viennent. Ça, c'est numéro un. Puis les gens vont dans des grandes villes, puis le problème de logement, il est empiré par tout ça. Donc, les prix des loyers sont à la hausse, puis c'est pas la Banque du Canada qui peut régler le problème des loyers. Mais c'est une composante très forte dans l'inflation. Donc, il a fallu séparer. La Banque du Canada travaille depuis un bon 6 à 8 mois à communiquer que l'inflation totale est encore aux alentours de 3. Mais si on enlève les composantes du logement pour lesquelles elle n'a aucune incidence, on est en bas de 2 Donc, c'est le temps de commencer à couper, certainement. Fait que là, on a repris le contrôle, oui. Il faut commencer à baisser. Le loyer va encore demeurer un enjeu parce que ce n'est pas les taux d'intérêt tant que ça qui poussent la demande immobilière à la hausse. À un moment, c'est vraiment la composante démographique qui domine. Donc, ça a pris du temps. Il fallait que la Banque du Canada fasse ses devoirs. Il fallait qu'elle communique bien. Mais là, c'est le temps de commencer à bouger, même si c'est grand temps de commencer. Puis, tout le volet immobilier, est-ce que pour un gestionnaire de portefeuille, le marché canadien en immobilier est intéressant ou il est trop chaud? Parce que dans le fond, je comprends bien, ça prend beaucoup de politique pour améliorer ça, que ce soit du municipal, du provincial. Mais... le nerf de la guerre, tu as raison, tous ces éléments-là sont importants, mais le nerf de la guerre, c'est que juste le mois dernier, le nombre la croissance de la population en âge de travailler au Canada, c'est une hausse de 112 000 personnes dans un mois. Fait que sur une année, là, dans les 12 derniers mois, c'est 1,1 million de nouveaux Canadiens. Puis, ça, c'est environ, c'est 3,5-4 % de croissance de la population. Pour voir des taux de croissance comme ça, il faut aller dans le baby boom des années 50. Puis même la moyenne du baby boom était plus basse en termes de croissance en pourcentage que ce qu'on voit là. Fait que ces gens-là viennent, puis il faut les loger. C'est tout à fait normal. Puis, pour bien loger ces gens-là, pour être capable de rééquilibrer le marché immobilier, il faudrait multiplier par 2 à 3 fois le nombre de mises en chantier à chaque mois au pays. Puis, au Canada, on a 1,6 million de travailleurs de la construction. C'est environ 8 % de la population active. Dans tous les employés au Canada, il y a 8 % qui sont dans la construction. Puis ça, c'est un sommet historique. Déjà, là, on n'a jamais eu autant de travailleurs de la construction en pourcentage. Puis Dieu sait que je suis très mauvais en réno, là, mais si on veut faire x2, x3 sur le nombre de mises en chantier, probablement qu'il faudrait faire au moins x2 sur le nombre de travailleurs. Fait qu'il faudrait qu'on tombe à 16 % des emplois qui sont dans le monde de la construction. Ça n'arrivera pas. Donc, quand on regarde 5, 10, 15, 20 ans devant, malheureusement, probablement que les prix immobiliers vont continuer d'être à une pression à la hausse tant aussi longtemps qu'on n'a pas résorbé tout ça. Il faut aussi se rappeler qu'on part d'un point qui était relativement bas. T'sais, quand on compare, mettons, Toronto versus d'autres villes similaires dans le monde, même taille de population et tout, Toronto est encore relativement pas cher en termes de pieds carrés. Fait qu'on est en train un peu de rattraper ce qui s'est vu ailleurs dans le monde. Donc, pendant qu'on s'en va là, avoir des actifs immobiliers, c'est payant. Si on n'a pas accès à la propriété, ça fait mal.
c'est encore ces enjeux-là qui vont rester d'actualité pendant 5 à 10 Pour un ans. gestionnaire de portefeuille, tu sais, Ben, tu sais, nous, on n'investit pas directement Ouais. dans l'immobilier, mais le- le consommateur canadien, il faut toujours, si on fait nos Ouais. analyses économiques pour savoir quelle est la vigueur de l'économie canadienne, puis investir au Canada, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le consommateur canadien risque d'être encore, c'est un peu bicéphale. Tu as ceux qui sont propriétaires, les actifs des propriétaires canadiens sont en hausse de façon assez impressionnante. Pendant la pandémie, les gens se sont enrichis en moyenne. Ceux qui ont une maison sont enrichis beaucoup parce que le prix des maisons, c'est un exemple, on est à Québec. Là. Ouais. À Québec, en 2013 puis 2020, la hausse du prix de la maison moyenne là, sur 7 ans, c'était 0%. C'était de côté. Puis depuis 2020, c'est plus 35. Ouais. Il y a les taux d'intérêt là-dedans, mais il y a la démographie aussi qui commence à s'étendre un petit peu partout dans le Canada. Donc, les Canadiens qui ont des actifs se sentent plus à l'aise. Les Canadiens qui sont locataires, ben là, c'est de plus en plus difficile pour la consommation. Fait que oui, ça vient changer un peu le portrait là, de la consommation, mais investir, pour être précis, dans la bourse canadienne, c'est beaucoup on est assez petit dans le marché mondial, donc c'est l'attrait des étrangers pour les actifs canadiens qui vient vraiment faire des grands mouvements du TSX. Là, on parle d'immigration. Je lis-tu entre les lignes, là, si je comprends bien. Tu sais, sans tout ce plus, ces gens-là, le Canada serait vraiment en récession. Tu sais, ben, on serait. Ben, pas nécessairement. Parce que si on n'avait pas cette poussée de démographie-là, les prix des logements viendraient beaucoup moins gruger les actifs, ben, le pouvoir d'achat plutôt des consommateurs. Puis, tu sais, il faut faire attention que quand on parle d'immigration, c'est une des grandes forces du Canada d'avoir cette poussée démographique-là qui maintenant est peut-être rendue un petit peu trop forte. Il va falloir modérer au point de vue politique. Je vais laisser les politiciens gérer ça. Mais ça fait une économie qui est résiliente. Puis, là, 10 ans, quand je donnais des conférences économiques, on parlait beaucoup, surtout au Québec, qu'on était le nouveau Japon, là, que notre population était vieillissante, on n'avait pas assez de croissance démographique, puis qu'on aurait un paquet de problèmes avec la régie des rentes et tout. Ben, de la croissance, ça vient régler bien des problèmes. Donc, c'est difficile d'intégrer ça. Il y a un peu du frictionnel. Les gens arrivent, il faut les loger, il faut qu'ils se nourrissent avant qu'ils rentrent dans le marché du travail et tout. Ça crée des enjeux. Mais probablement que ultimement, c'est un bon problème à avoir. C'est un problème, mais c'est un bon problème à avoir d'intégrer toute cette croissance démographique. Depuis tout ce qui s'est passé avec la COVID-19, il y a eu beaucoup de choses. Mais là, y a-t-il encore des effets pervers de la COVID-19 qui est encore là? On l'a vu, les taux d'intérêt, l'inflation, tout ça. Mais y a-t-il d'autres choses que la COVID-19 fait en sorte que hey, ça a fait mal en 2020-2021? Ouais, ben tu sais, la pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, puis la volonté après ça de rapatrier la production, mais c'est long rapatrier la production, ça fait en sorte que quand on parle à des entrepreneurs, je parlais à un groupe d'entrepreneurs récemment, ils voient que la chaîne d'approvisionnement est devenue elle demeure fragile aujourd'hui. C'est encore facile de se faire répondre qu'on a de la misère à se faire fournir ce qu'on a besoin dans le secteur manufacturier. Donc, il y a ça qui est un enjeu encore. Au point de vue des marchés, toute la liquidité qui a été injectée, elle continue de se promener dans l'économie. Puis qu'on commence à voir, dans les dernières semaines, on a vu GameStop et puis tous les meme stocks des 2020, 2021, 2022 qui font un petit peu un retour. Donc ça amène, quand il y a de l'optimisme dans les marchés, probablement que l'optimisme peut devenir exagéré. Ça peut faire de la volatilité. Les investisseurs de détail, ça c'est toujours important, là, la saveur du mois, puis les trucs que vous entendez parler par des amis qui font beaucoup d'argent, faites attention à ça. Si vous n'étiez pas là avant de n'entendre parler, embarquez pas quand que tout le monde en parle. Fait que ça peut venir créer ces enjeux-là. Mais sinon, je pense que ce serait pas mal les deux composantes importantes. Puis, tout le volet de la crise, puis là, je reviens sur le passé, là, la crise bancaire qu'il y a eu, là, on en a entendu beaucoup parler. On en entend plus tant parler parce qu'il y a deux volets. Quand on a eu SVB, le Silicon Valley Bank, qui a implosé, c'était parce que les taux d'intérêt avaient augmenté rapidement. Puis une banque a un portefeuille avec des obligations de court terme, de long terme, doit détenir du capital. Puis du capital, les régulateurs disent qu'il faut détenir des obligations gouvernementales. Puis ces obligations gouvernementales-là, ben, tu les achètes. Puis quand les taux montent, ben, la valeur, si tu veux les revendre, la valeur au livre diminue. On est dans les maths des obligations, là, mais il y a beaucoup de banques qui ont des pertes non réalisées sur livre. Puis tant aussi longtemps que je n'ai pas besoin des vendre, ces obligations-là,
c'est pas grave, c'est des pertes sur papier. Mais Silicon Valley Bank a été obligé de vendre ces obligations-là parce qu'il y avait un modèle d'affaires qui était très niché avec des firmes de Silicon Valley qui avaient besoin d'argent rapidement. Ça a implosé. La Fed est arrivée, a mis en place un programme pour venir tout stabiliser. Puis le programme, il a très bien fonctionné. J'étais dans les sceptiques, là, mais le programme, il faut dire, il a fonctionné. Il a calmé le marché. Et puis, il y a encore des pertes non réalisées sur les livres, mais tous les gens se disent, ben, la Fed a maintenant montré qu'elle peut intervenir, donc on s'en inquiète plus. Maintenant, il y a d'autres banques qui ont des problèmes du côté américain. Il y avait First Republic qui avait des problèmes. Ben là, il y en a. Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il y a une banque qui a eu des problèmes récemment, puis elle s'appelle Republic First. Fait qu'il y a des gens qui l'ont manqué, puis ils disent, c'est une vieille nouvelle. Non, c'est juste que les mots sont inversés. Puis elle, c'est parce que son portefeuille immobilier commence à l'immobilier commercial commence à avoir des difficultés. Qu'est-ce qui est intéressant, l'immobilier commercial américain? Ce qu'on entend beaucoup, c'est que les investisseurs sont en super bonne santé. Les banques, ils ne refusent pas un investisseur pour dire que ton dossier est mauvais. C'est le building que tu veux acheter qu'on a de la misère à donner une bonne évaluation dessus. Fait que c'est comme s'ils refusent des buildings, ils ne refusent pas des clients dans le moment. Ça donne une idée quand même qu'on est encore en train de trouver où le plancher là, pour l'immobilier commercial. Puis ça pourrait pousser d'autres banques à avoir des enjeux comme ça. Mais la Fed intervient, fait des partenariats avec des grandes banques pour avaler ces petites banques-là. Fait que c'est encore un risque qui est sous-jacent, mais on dirait qu'on a trouvé la solution pour le moment. Là, je fais toujours attention parce que ça peut être, comme on dit en anglais, des famous last words, là, mais pour le moment, la solution semble fonctionner. Mais ce volet-là, sur l'immobilier commercial, là, au Canada, c'est peut-être pas aussi gros qu'aux États-Unis, mais mettons, on va au centre-ville de Montréal, là, il y a tellement de bureaux de vide. Mettons un gros portefeuille comme, je sais pas, un groupe Mac, par exemple, qui doit avoir plein de bureaux. Comment que c'est supporté, ça? C'est des grands enjeux. C'est du cas par cas. Il y a plusieurs qui ont des baux de long terme qui permettent de supporter ça. Mais je dirais que c'est encore un gros point d'interrogation. Les taux d'inoccupation demeurent élevés. Du côté américain, c'est un peu plus facile. Quand tu es un investisseur, tu peux toujours dire je redonne les clés à la banque, puis c'est terminé, je prends mes pertes. On a vu des Blackstone de ce monde faire ça, des PIMCO de ce monde faire ça. Au Canada, c'est autre chose. Quand on écoute les économistes des grandes banques canadiennes, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu qui pour le moment est gérable. Donc, je dirais que c'est un gros point d'interrogation encore. Mais ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont capables de supporter ces baux-là. Journée que ces baux-là vont être terminés, bon, ces entreprises auront peut-être plus de profit, mais là, c'est le marché qui sera... Oui, puis on peut toujours dire, c'est facile de dire après ça, on a juste à transformer ces choses-là en condo, on a besoin de logements et tout, mais tu sais, il y a de la logistique là-dedans, c'est pas toujours si facile que ça, mais encore, ça vient au nombre de travailleurs de la construction. Si on construit des maisons, puis on arrête parce qu'on va faire des condos, si on faut investir à un endroit comme société dans le moment, c'est des gens qui font les choses, qui réalisent les choses. Mais pas parler des plans d'infrastructure encore, d'Hydro-Québec, le pont de l'île d'Orléans, ici, le projet, c'est cher comme ça parce qu'on a attendu trop longtemps, il faut livrer vite. Donc, le soumissionnaire charge plus cher pour livrer vite. C'est lui qui va avoir besoin de gérer, à trouver la main-d'œuvre et tout. Ben, il y a une prime à payer pour ça. C'est normal qu'il le demande, l'entrepreneur. Mais ça fait que maintenant, c'est le gouvernement qu'il faut qu'il paye tout ça. Fait qu'on revient toujours à ces problèmes-là. On va aller vers le volet conflit géopolitique. On a-tu quelque chose à parler là-dessus? Oui, il y a beaucoup de choses à parler, mais ce qui est intéressant dans le géopolitique, puis on l'a vu encore récemment, c'est que quand les marchés sont surpris par ce qui se passe, ils réagissent vite. Puis après ça, on passe à un autre appel très rapidement. C'est les marchés qui fonctionnent comme ça. Je ne dis pas qu'il faut passer à un prochain appel. Après ça, il se passe des choses importantes. Mais le prix du pétrole était monté à 90-95 $. Il a descendu plus bas qu'avant les conflits géopolitiques. Les marchés ont tendance à passer notre appel rapidement. Fait que c'est toujours important d'avoir une bonne diversification pour être sûr de ne pas avoir un portefeuille qui réagit trop mal, trop fort à des événements comme ça. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a toujours des enjeux géopolitiques. Puis, une fois que c'est intégré dans les prix, on passe à autre chose. Puis, la guerre en Ukraine, par exemple, là, c'est quoi sa répercussion? Est-ce encore des répercussions là-dessus? Au début, on parlait d'énergie. Mais là, on disait l'année passée, la guerre, là, c'est les guerres. Là, parce que... Oui, les répercussions...
initial, c'était sur les ressources naturelles. La chaîne d'approvisionnement mondiale s'est rebalancée, puis on est correct. Donc, les pressions inflationnistes sont derrière. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est toujours frictionnel. L'économie, là, pensez toujours que les gens, l'être humain est innovateur, l'être humain s'adapte. Des graphiques intéressants, là, si vous voulez regarder ça, à un moment donné, juste les googler. Là. Si vous regardez tous les anciens pays de l'URSS qui sont séparés, qui sont devenus dépendants après la tombée de l'URSS, sont devenus récemment parmi les plus grands partenaires commerciaux de l'Allemagne, de la Corée, du Japon. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on met des sanctions sur la Russie. Bon, ben maintenant, les entreprises vont juste s'installer dans les pays de l'ancienne Union soviétique. Le commerce passe par là, puis ça rentre en Russie après. Fait qu'ultimement, ces sanctions-là, on a un peu perdu. C'est comme si on essaie de prendre un savon, puis le savon part de tous les bords. C'est un peu ça qui s'est passé. Fait que maintenant, tout ça, c'est un peu rebalancé. Fait qu'à part l'aspect politique, l'aspect humain de la guerre, au point de vue économique, au point de vue marché, on dirait que ces éléments-là sont pas mal derrière. Il y a un gros marché aux États-Unis avec de vente d'armes à feu, d'appareils militaires. Ça représente-tu gros, ça, dans l'économie canadienne? Ça représente beaucoup. Américaine, pardon. Ça représente beaucoup, mais surtout, c'est beaucoup dans le prix maintenant, mais les secteurs qui ont bien fait là, dans les dernières années, le secteur de la défense, c'en est un qui bénéficie beaucoup de ça. Les dépenses en armement sur la planète en agrégé, ils ont vu une tendance à la hausse depuis 2020-2021. C'était déjà parti, mais avec le début de cette guerre-là, on voit que c'est en pourcentage du PIB, c'est en hausse. Je vais faire un aparté vers tout le volet changement climatique. Là, on voit des feux dans l'Ouest canadien, des ouragans aux États-Unis, des inondations en Amérique du Sud, un peu partout. Comme économiste, comme gestionnaire de portefeuille, ça, c'est-tu sur le board comme indicateur ou c'est important? C'est les changements climatiques, on en parle depuis longtemps, puis là, on est dedans. Ça crée des pressions inflationnistes, certainement, parce que la production... Là c'est Fort McMurray qu'on commence à être inquiet, peut-être va falloir évacuer. Si la production de pétrole baisse, le pétrole va monter. On est là-dedans. Le cacao, récemment, le prix avait augmenté énormément puis baissé. C'est des sécheresses dans les régions en Afrique où on en produit beaucoup. Au Brésil, il y a eu des inondations, il y a certaines ressources naturelles les prix ont... Il y a beaucoup de volatilité qui vient de production de ressources naturelles qui est impactée par les changements climatiques, puis les commodités, ça rentre dans les prix de tout ce qu'on consomme puis ce qu'on bâtit. Donc ça va rester. Mais aussi, on avait fait un balado dans nos balados à vos intérêts l'été passé, un petit épisode sur le coût des changements climatiques. Puis on regardait les coûts d'assurance, tout ça, puis on estimait, si la mémoire est bonne, je pense que c'était environ 600 $ par Canadien de hausse de coût de la vie, juste en raison des changements climatiques. Puis ça, c'est juste les premiers estimés. C'est après ça, chaque année, probablement, qu'on va en rajouter. Fait que ça a un impact. L'être humain est ingénieux, donc éventuellement, j'ose espérer qu'on va trouver des solutions pour faire mieux. Il y avait un trou dans la couche d'ozone, puis là, il s'est résorbé en bonne partie. Là. Mais ça a un impact économique qui commence à apparaître, puis si on garde la trajectoire, ça va être de plus en plus évident. C'est là un peu que je m'en allais en disant, ça s'amène vers le volet innovation. J'imagine que plus de capitaux qui s'en va vers justement des sociétés qui innovent. Puis les énergies vertes, il y a beaucoup d'investissements qui s'en vont vers là. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Puis ça aussi, c'est un épisode qu'on avait fait récemment que j'ai beaucoup aimé. C'est avec Maxime Hood, notre gestionnaire de portefeuille en action américaine. Puis pour qu'on arrive éventuellement dans le monde qu'on s'imagine que l'intelligence artificielle va être partout, il va falloir construire énormément de centres de données. Puis les centres de données, ils ne seront pas en Chine, puis ils ne seront pas en Inde. Les États-Unis vont vouloir qu'ils soient aux États-Unis. Puis la grille électrique américaine est en mauvais état, puis est à son maximum de capacité. Il va falloir investir énormément en capacité électrique du côté américain pour pouvoir livrer cette intelligence artificielle-là. Parce que pas de centre de données, ça va rester ChatGPT. Il demande une chose de temps en temps sur notre téléphone, mais qu'on puisse vraiment la déployer. Pour produire cette énergie-là, les énergies renouvelables, dans le moment, si on pense éolienne, puis on pense tout ce
qu'est-ce qui est. L'hydro, c'est une autre chose, mais aux États-Unis, la capacité est moins là. Mais c'est de la production d'énergie qui a tendance à être intermittente, comme le solaire aussi. Puis on va avoir besoin de plus en plus d'énergie, mais de plus en plus d'énergie d'une production qui va être stable à travers la journée. Fait que probablement que ce besoin-là va faire en sorte qu'on va utiliser beaucoup plus de gaz naturel puis de charbon pour produire de l'électricité dans le monde dans les 10 prochaines années. Donc, on a des enjeux là. C'est toujours, quand il y a un besoin, c'est la nécessité qui crée l'innovation. Probablement qu'on va avoir des investissements qui vont être massifs encore pour développer cette capacité-là d'énergie verte. Mais à court terme, ça se peut qu'on fasse un pas d'arrière pour après ça prendre des meilleurs pas en avant, mais ça va rester important, des investissements en transmission d'électricité et en production le plus vert possible. Beaucoup de subventions gouvernementales, des gros programmes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Probablement qu'on va en voir encore plus de tout ça. Puis ça, c'est bâti parce que justement, l'intelligence artificielle risque d'avoir une croissance, elle est déjà, là, selon moi, mais je pense qu'on est dans une croissance rapide, mais reste que c'est encore. Ben, tu sais, puis on parle d'un facteur. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais j'aime beaucoup lire et m'informer sur la technologie. Puis, on dit souvent que les microprocesseurs, c'est environ double à chaque 18 mois. Ben, la capacité d'intelligence artificielle, l'estimation, c'est que dans le moment, on multiplie par 10 la capacité à chaque année. Fait que, si on prend juste 3 ans, là, c'est 10 fois 10 fois 10, fait que ça fait fois 1000. Puis ChatGPT fois 1000, ça veut dire quoi? J'ai aucune espèce d'idée que ça veut dire. C'est gros, ça fait bien des choses, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Fait que, on s'en va vers quelque chose qui va être intéressant, certainement, qui va bouleverser bien des choses. Mais pour se rendre là, l'économiste, tu dis, OK, pour se rendre là, ça prend quoi? Ça va prendre beaucoup d'investissement en électricité. Tant si longtemps qu'on n'est pas là, on ne va pas le déployer. Puis la réglementation aussi. Moi, j'aime beaucoup la musique. Puis quand tu dis que l'intelligence artificielle peut te composer des meilleures tunes des Rolling Stones que les Rolling Stones eux-mêmes, ben, il va y avoir la réglementation qui va venir pour éviter qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle remplace l'humain dans le monde créatif. Puis, on voit le futur que ça, probablement qu'on va avancer, mais il va y avoir des embûches en cours de route qui vont ralentir tout ça pour éviter les dérapages. Là, tu as parlé de ça, mettons les droits d'auteur, cette affaire-là, mais il y a le volet marché aussi. L'intelligence artificielle aurait probablement des capacités à tromper le marché ou à. Peut-être. Ça peut-être. C'est le genre de truc. Tout le monde en parle, mais personne ne le fait vraiment encore. Parce que comment est-ce? Il y en a des stratégies qu'ils utilisent. C'est du machine learning. Du machine learning, c'est des mathématiques appliquées, des choses qu'on avait déjà là, 15-20 ans. C'est juste que maintenant, les cartes graphiques sont capables de calculer beaucoup plus vite. Fait qu'on n'est pas vraiment dans l'intelligence artificielle encore. Puis, où on va avoir vraiment des gains importants, ça va être l'intelligence artificielle qui va pouvoir développer de la nouvelle science. Ça, c'est des gains d'innovation. Si tu prends un algorithme d'intelligence artificielle puis tu lui fais lire tous les papiers académiques qui ont été écrits sur la physique quantique de n'importe quoi, puis tu dis, OK, parfait, maintenant, tu fais de la recherche, puis pousse. Ça va révolutionner le monde, mais encore, c'est qui le chercheur d'université qui est au premier plan, qui est à MIT, qui va dire, oui, parfait, lis toutes mes choses, puis, work me out of a job, là. Tous tes plans de recherche, tu deviens obsolète parce que la machine va le faire à ta place. Probablement que la réglementation va venir ralentir tout ça. Fait que c'est de l'intelligence augmentée qui va arriver, on va l'utiliser, mais avant de penser que ça va tout remplacer, j'ai l'impression que l'humain ne laissera pas les choses juste s'en aller vers ça. Chose qui est sûre, c'est que ça va très vite. Si on prend l'exemple de 2 ans, même pas, il y avait le premier chat GPT 3.5, puis aujourd'hui, on est rendu à plusieurs versions. Ben, plusieurs. Il y a deux autres versions de plus, 4O cette semaine. Mais aujourd'hui, quelqu'un travaille avec le 4O, puis il va aller travailler sur le 3.5, il va faire mon Dieu, qui est archaïque, ça, mais ça fait tellement pas longtemps de ça. Là. Puis là, on approche de l'interface audio-audio, tu vas pouvoir y parler, avoir une conversation, puis y montrer quelque chose, puis dire, je travaille là-dessus, puis on jase, puis tu sais, on commence à arriver dans Iron Man avec son intelligence artificielle qui l'aide dans son labo, donc on approche de ça. Mais après 2 ans, c'est là que tu dis le x10. C'est ça, puis ça veut dire quoi, tu sais? C'est ça. Puis moi, je suis curieux dans ta pratique de gestionnaire de portefeuille. C'est des outils que vous utilisez, là, j'imagine. Ben, on utilise beaucoup. ChatGPT, on s'en sert beaucoup pour résumer de l'information.
Tu sais, vraiment pour investir, c'est quand même assez léger encore parce que Ouais. il faut faire attention. Tu sais, on peut pas juste. Faut faire attention à quelles données qu'on donne à cet algorithme-là. Nous, on en a un qui est interne, puis il y a une muraille autour. Donc, les données sont restées sur nos serveurs, ne Mhm. sortent pas. Mais je l'utilise beaucoup pour brainstormer. Tu sais, Ouais. j'écris beaucoup, donc brainstormer sur des sujets, des idées. Puis c'est vrai, c'est comme avoir un assistant qui dit: T'as-tu Ouais. pensé à ci? Mhm. Comme, tu sais, même aujourd'hui, j'écrivais un texte, puis je veux parler de tout ça. Puis voici ce que je veux dire. Ouais. Comment qu'on ferait juste un plan de texte. Mhm. Puis ça aide à structurer les idées. Mhm. Ça aide à résumer, tellement de choses à lire. Tu peux lui donner un hyperlien, Ouais. dire résume-moi en 5 bullet points ce qu'il y a dans ces textes-là. Puis ça, Mhm. c'est parfait. Mais vraiment, pour faire de l'investissement encore, on n'est pas encore Mhm. rendu là. Mhm. Puis, je vais aller un peu sur le volet. Je sais que c'est pas ton champ d'expertise, là, mais euh, tous les influenceurs, les wannabes, justement, gestionnaires de portefeuille en ligne parlent beaucoup de crypto-monnaie. Je sais, je veux Ouais. avoir ton opinion de gestionnaire de portefeuille, mais d'économiste sur cette affaire-là, la crypto-monnaie, c'est Ben, quoi? la crypto-monnaie, c'est un peu. Ça se veut comme étant une alternative Mhm. aux devises. Dans le moment, il y a beaucoup de statistiques qui montrent que sa vraie utilité, c'est pour faire des transactions illégales sur le dark web. Là, Ouais. c'est beaucoup là que ça sert. Puis plutôt que d'utiliser le dollar américain et tout ça, bon, ben, ils utilisent ça, puis Mhm. ça aide à la contrebande, puis le trafic et tout. Euh, chaque personne qui investit en Bitcoin ou en crypto-monnaie, puis écoute ça, puis qui croit à la thèse que c'est une devise alternative, la preuve que ça n'en est pas une, c'est que la corrélation entre ça et le Nasdaq est très, très forte. Mhm. On regarde le Nasdaq, puis on regarde le Bitcoin, puis c'est à peu près la même affaire. Donc, c'est un peu une espèce d'outil pour investir, pour spéculer. Puis même, je dirais plus loin, c'est un peu pour spéculer sur la spéculation. Mhm. Si on pense que les marchés vont être à la hausse, puis ici, il y a beaucoup d'enthousiasme sur un thème, puis là, les marchés partent, puis on dirait qu'il n'y a plus de risques et tout, bien, le Bitcoin va bien faire. Puis aussitôt que les risques reviennent dans le marché ou que le titre d'NVIDIA a assez monté puis commence à baisser, là, magiquement, le Bitcoin commence à reculer. Mhm. Fait que c'est de la spéculation techno nichée. On n'est pas loin des meme stocks Mhm. encore. Fait que au point de vue financier, c'est ce que c'est. Au point de vue économique, dans le moment, je comprends l'attrait du blockchain et des transactions et tout. Mais quand on regarde, il y a des stats qui nous montrent assez bien que l'utilisation des bitcoins pour la transaction, là, Mhm. c'est à peu près juste du dark web Mhm. encore. Puis, parce que certains gros dealers de fonds qui ont acheté un peu de Bitcoin dans les portefeuilles, Mhm. chez IA, c'est-tu dans les. Non, C'est pas. non, on n'a pas touché à ça du tout. Même à un Mhm. moment donné, on avait une politique de ne pas en mettre dans les portefeuilles. Ça n'a pas duré. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait tant de politique Ouais. écrite, là, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas d'attrait. Ouais. C'est pour ça. Puis même les gens jouaient de façon, ben, pour miner des bitcoins, ça prend des cartes graphiques. Ouais. Donc, Nvidia et tous ces thèmes-là. C'est plus dans les fonds thématiques qu'on Ouais. va jouer qu'est-ce qui joue Je autour. comprends. Mais il y a des. En 2020-2021, il est sorti beaucoup de compagnies qui œuvraient dans le monde du blockchain. Il y a même Mhm. des fonds négociés en bourse de ça. Puis il y en a quelques-uns que je suis encore juste Mhm. d'un œil dans mes tableaux. Puis depuis le sommet, mettons fin 2021, c'est des titres qui ont perdu 50%, puis il ne se Ouais. passe plus grand-chose. Mhm. Donc éventuellement, ça va peut-être revenir. Puis aussi, on parlait de Bitcoin, parce qu'il y avait les NFT. Après ça, tout le monde parlait du metaverse. Le metaverse, on en parle moins maintenant, parce que là, c'est rendu l'intelligence artificielle. Mhm. Mais éventuellement, tous ces thèmes-là, quand on va les mettre ensemble, si on crée un métavers, puis les gens peuvent aller passer leur soirée là-dedans, puis comme dans le film Ready Player Ouais. One, là, Ouais. dans ce monde parallèle-là, ben, dans ce monde-là, pour faire des transactions, probablement que ça va être du blockchain qui va être en Mhm. arrière. Probablement que tout ça, ça va être mené par l'intelligence artificielle. Donc, tout ça va converger à un moment donné. Mais dans Mhm. le moment, c'est encore comme des bulles qui Ouais. montent. Puis la plus sérieuse, probablement, c'est l'intelligence artificielle parce qu'il y a des applications. On Ouais. parle de recherche, on parle de robotique, en santé aussi, Ouais. pouvoir faire via l'intelligence artificielle des tests hors laboratoire, Mhm. être capable de coder dans l'ADN de des gens, puis essayer virtuellement des médicaments sur ces gens-là. Il y a des applications qui sont vraiment super. Fait que là, ça commence à être sérieux. Là, il y a de la recherche qui va là. Il y a des fonds qui vont vers ça.
Probablement que je sais pas quand, là, en Ouais. 2035-40, tout ça va venir converger ensemble, Mhm. puis on va se rendre compte que c'était tous des morceaux du casse-tête. Mais dans le Mhm. moment, tu sais, le marché a tendance à passer d'un thème à un autre Mhm. assez vite. Puis en terminant, si on prend, c'est quoi tes projections pour les. Parce que le conseiller, souvent, parce que c'est le conseiller qui vont nous écouter, ils vont faire des sélections de fonds, puis tout ça. Mm. Puis on y va toujours sur le volet à long terme. Puis la saveur du mois en investissement à long terme, je pense que c'est pas une bonne stratégie Mhm. d'investissement. Mais si on regarde, comment tu vois tout le volet gestion de portefeuille d'ici à la fin de l'année? Tu tout le volet du secteur des revenus fixes, les actions canadiennes? Ouais. J'aimerais juste avoir ton Oui, avis là-dessus. le secteur du revenu fixe a eu un début d'année difficile Ouais. encore parce qu'au début d'année, le marché pensait que la Fed allait couper 6-7 fois cette année, ce qui était bien trop. Puis là, Mhm. maintenant, c'est 2 ou 1. Ouais. Puis on pense que c'est raisonnable. Même on pense que 0, même ça peut être raisonnable. Mais là, il y a un point d'entrée qui est pas pire. On commence à voir les taux d'intérêt qui semblent faire un sommet, puis Mhm. on voit pourquoi ils feraient un sommet. Parce que là, les baisses de taux s'en viennent. Puis... Donc, le revenu fixe est intéressant aujourd'hui. Le marché américain, gager contre le marché Mhm. américain, c'est toujours risqué. Donc, Mhm. avoir une pondération assez neutre du côté américain, parce que c'est là qu'on a les Google, puis les Apple, puis Mhm. l'Amazon de ce monde qui font beaucoup d'argent, puis ont Mhm. beaucoup d'argent en poche. Ça en prend. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, les thèmes deviennent de plus en plus larges. Les cycliques commencent à bien faire. L'Europe, le Japon vont bien. Nous, on a une position discrétionnaire au Japon, puis ça va bien. Le TSX fait bien. C'est plus juste la technologie qui Ouais. mène, c'est pas juste le fast money qui mène. Là, on commence à voir ça s'élargir. Fait que ça fait 1 an et quelques que j'en parle que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un aussi bon environnement pour un portefeuille bien diversifié pour penser que tous les morceaux du casse-tête vont bien faire. Ouais. Puis des ressources naturelles, vous êtes capable d'en avoir dans vos portefeuilles, ça vaut la peine. Il y a des fonds négociés en bourse pour ça, s'il y a des gens qui écoutent qui peuvent aller là. Mais c'est de choisir des bons gestionnaires, d'être bien diversifié à travers tout ça. Euh, Puis, tu sais, de pas hésiter à rebalancer régulièrement parce Mhm. qu'on a des thèmes qui peuvent faire bien pendant un bout, puis après ça, c'est un autre qui prend le lead. Comme les Mhm. États-Unis, le marché américain il a bien fait pendant un bout. Le Canada t'est laissé pour compte. Ben là, maintenant, le Canada a rattrapé les États-Unis. Donc, rebalancer régulièrement en étant bien diversifié, Mhm. là, c'est un bel environnement les 12 prochains mois pour faire ça. Ben, là-dessus, Sébastien, merci encore une fois pour ta présence. C'est vraiment apprécié pour Plaisir. cette revue-là depuis le début de l'année. Donc, merci d'avoir été là, c'est super apprécié. Un plaisir. Merci.